Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme bien souvent du mauvais genre, du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Aujourd'hui c'est le retour du Lola au rapport où je tente de vous proposer des œuvres culturelles récentes en tout genre, que ce soit du cinéma, des séries, des BD, des romans, des jeux de société et des jeux vidéo. En cette période particulière, évidemment, pas de cinéma et aucun film ne m'a particulièrement plu sur les plateformes de streaming connues, mais j'ai tout de même fait pas mal de découvertes culturelles que j'avais hâte de partager avec vous. J'utilise beaucoup la plateforme Arte sur internet, gratuite et riche de programmes variés, que ce soit en documentaire, séries ou films. Je regarde notamment l'Histoire fait date et Genius, mais la série dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui c'est Inside Number 9, qui existe depuis 4 saisons, mais est apparu au catalogue Arte en fin d'année 2020. La série reprend l'exercice de la nouvelle en proposant 6 épisodes par saison complètement différents, où l'idée prégnante est celle du twist. L'auteur nous amène dans des intrigues parfois grandiloquentes, et à chaque fois que vous penserez avoir saisi le mot de la fin, je peux vous assurer qu'il va vous échapper. Les acteurs sont les mêmes à chaque épisode, mais incarnent des personnages tout à fait différents, parfois horrifiques, souvent désopilants, et même gênants, et interprètent leur rôle avec brio et un humour anglais cinglant. On continue dans la catégorie livres, et en cette fin d'année, j'ai lu 2 très riches essais, dont l'un d'eux est Downtown New York Underground 1958-1976 de Combrough MacLeod et aux éditions Rivage. L'essai retrace l'arrivée de la culture underground au début des années 60 dans le sud de Manhattan, où beaucoup d'habitants ont fui les quartiers car les usines ayant été délocalisées, la pauvreté s'installa rapidement. La zone devint alors le lieu d'une révolution culturelle nouvelle entre théâtre underground, glam rock, performance et art vidéo. J'ai adoré la manière de raconter ce danse historique. Chapitré avec une évolution pensée, nous découvrons d'abord chacun des personnages qui a été une partie du puzzle qui a forgé le punk et la culture underground. Harry Koutoukas et ses pièces de théâtre libérées des décors et de la structure narrative classique, qui proposent des performances intenses, spontanées, et pour autant très travaillées et répétées, mais aussi l'errance de Patti Smith à son arrivée à Manhattan, sans abri, marchant de parc en parc, avant de se dire qu'elle pourrait elle aussi chanter. Une fois les présentations de nos protagonistes faites, Hélène Stewart dite La Mama, Hibiscus, Andy Warhol et j'en passe, place à l'action. L'installation des théâtres, des fêtes queer, des expositions underground, mais aussi l'apparition de journaux dédiés, de la montée du punk en Angleterre et des événements plus sombres, les balles reçus par Andy Warhol, l'incendie chez lui, pour finir sur la nuit qui tombe sur la culture de Love Off-Broadway. Désirée comme différente, décalée, son succès montant, blessant le fondement même de sa création. La volonté de montrer des artistes invisibles pour la culture globale, qui deviennent alors surexposés au milieu des années 70, une dizaine d'années après les prémices du mouvement. Personnellement, je ne connaissais pas la moitié des événements, et grâce à cet essai, j'ai pu voyager dans les bas quartiers de New York des années 70 avec délice. L'essai est riche, mais raconte surtout son propos à la manière d'un récit oral, bourré d'anecdotes intéressantes et immersives. Le deuxième essai dont j'avais envie de vous parler, c'est L'Esprit de plaisir de Philippe Pons et Jean-François Souéry aux éditions Payot. Les auteurs grands spécialistes du Japon traversent les époques pour expliquer et analyser les problématiques et évolutions de la perception et du vécu de l'érotisme au Japon. L'essai est conséquent du haut de ses 400 pages, mais ne se perd pas en analyse subjective et remet toujours dans le contexte des mœurs, de la politique ou de l'historique du pays. Ainsi, l'érotisme va évoluer avec son temps, d'abord libre, souvent reclus et brimé, mais saura s'exprimer à travers de nombreuses estampes, l'élégance des geishas et même le pinku eiga, film rose défiant la censure d'après-guerre. Nous apprenons alors qu'avant l'arrivée de la présence occidentale sur le pays à l'ère Meiji, période où le Japon a été forcé de s'ouvrir au monde après près de 200 ans de vie isolée, le corps nu était une vision du quotidien puisque les bains publics étaient utilisés chaque jour et à l'époque étaient toujours mixtes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnages représentés sur des estampes érotiques sont habillés et non complètement dévêtus, ne laissant apparaître que les chevilles, le cou ou le sexe, pour inspirer un fantasme et un imaginaire différent, puisque la nudité entre les sexes opposés est d'ores et déjà présente chaque jour dans la vie des Japonais à l'époque. Les mœurs étaient d'ailleurs très éloignées puisque la liberté sexuelle était tolérée malgré le couple, souvent pratiquée chez les nobles mais aussi dans les classes sociales plus basses, sans procès ou lynchage, politiques qui arriveront au Japon avec notamment la présence de la religion occidentale.
Si le sujet vous intéresse, cet ouvrage est génialement détaillé, intéressant et intelligent, et permet d'enrichir sa vision de la culture japonaise et de son histoire en règle générale. Pour la première fois, j'avais envie de mettre en avant un magazine, le drôlement nommé Tempura Magazine, qui aborde des sujets d'actualité et qui enquête au-delà du paraître japonais et de ce que leur société veut bien nous montrer. Sont traités sans détour des sujets qui y fâchent, sujets enterrés mais aussi sujets plus légers pour qui s'intéresse à la culture et à l'identité de l'archipel japonais. Le troisième et avant-dernier imprimé sorti a pour sujet principal le rapport des Japonais à la nature, et pour rédacteur en chef, Émile Pacha Valencia. Nous retrouvons donc des enquêtes fouillées sur la réalité des actions menées dans la région de Fukushima après l'accident radioactif que nous connaissons, un dossier sur la culture queer qui donne la parole aux intéressés et démontre la vérité d'une population bien plus grande que ce qu'il n'y paraît. On s'intéresse aussi avec plus d'insouciance à la vision du camping au Japon, au cinéma décalé avec une interview conséquente de Sion Sono, ce réalisateur fou, qui a été à la rue et fabrique aujourd'hui des films pour le moins étonnants. J'ai pu revoyager au Japon pendant quelques heures grâce à ma lecture, quel bonheur! Je l'avais évoqué dans ma vidéo des meilleurs BD de l'année et je l'ai désormais terminé, le Graal et dernier tome de Meg Mogan Hall, A Long Story Short de Simon Hesselman aux merveilleuses éditions Misma. Conçu pour être lu au compte-gouttes puisqu'étant composé de petites histoires parues dans diverses fanzines et revues à travers le monde sans lien direct entre elles, je l'ai pourtant dévoré puisque j'étais comme nos infréquentables personnages en manque de ma dose, une dose d'humour version Hesselman. La saga qui peut se lire en désordre comme je le fais présente 3 personnages principaux. Meg, une sorcière verte droguée qui voit parfois ressortir son côté poète et romantique. Mog, son chat et amoureux, loser désespéré de ne pas pouvoir la contenter comme il le voudrait, et Hall, leur colocataire hibou trop gentil qui se fait sans cesse écraser par ses soi-disant amis. L'ouvrage est autant une bonne entrée en matière pour aller à la rencontre de nos personnages et de leurs aventures dégénérées que de bonnes retrouvailles avec ces camés que l'on adore détester. Nos aventuriers de la loose prennent toujours la même décision, la mauvaise. Le bonheur n'ose même pas s'approcher. Entre essayer d'être heureux ou se moquer de ceux qui se prêtent au jeu, leur choix est fait. La méchanceté leur va si bien. Je suis ravie car ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur ludique en termes de nouveautés et c'est chose faite. Le premier dont j'avais envie de vous parler c'est Picture de Daniela et Christian Storr, illustré par Dominique Meyer et édité chez Matago en France. Il a également reçu le Spiel, le grand prix du jeu décerné en Allemagne tous les ans au mois d'octobre. L'idée est très simple, il y a différentes photographies sur la table et chacun des joueurs va essayer de faire deviner l'une des photos aux autres joueurs. Pour ça, chacun a du matériel précis. Je peux avoir des cartes avec des images, ou des cailloux et des bouts de bois, de lacets, des petits cubes de couleurs, ou des rondins de bois de différentes formes. Tous en même temps, nous allons essayer de faire deviner une photo avec le matériel limité que nous avons, le positionner pour reproduire quelque chose, l'essence même de la photo si on a réussi à la capter. Et une fois que tout le monde a terminé, on va pouvoir regarder ce qu'ont fait les autres, et voter pour la photo que l'on pense correspondante. Il y a plusieurs très bonnes idées dans ce jeu. Déjà, le fait qu'il n'y ait aucun temps mort puisqu'on joue toujours tous en même temps. La deuxième, c'est la contrainte, car le matériel est vraiment trop limité pour réussir à faire deviner simplement les photos. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'on regarde ce qu'ont fait les autres, on passe vraiment un chouette moment à se marrer et à se demander les uns les autres qu'est-ce qu'on a bien pu vouloir nous faire deviner. Et le fait que les joueurs vont se passer les matériaux utilisés. Par exemple, moi j'avais les 3 cailloux et les 4 bâtons. Et le tour d'après, je les donne au joueur qui est à ma gauche et je lui dis débrouille-toi avec ça. C'est un super jeu d'ambiance, on va essayer de se faire deviner des choses comme il en existe beaucoup d'autres, mais avec une mécanique plutôt originale et qui nous a énormément fait rire. Picture est une sorte de mélange entre compatibility et creativity, et je trouve que l'ensemble fonctionne très très bien. L'autre jeu qui me fascine c'est Raja of the Gange, la version Roll and Ride de Inka et Marcus Brand, illustré par Dennis Lohansen et édité par Hutch et Friends et distribué par Atalia en France. C'est donc une version différente du jeu Raja of the Gange déjà existant, qui était un jeu costaud de gestion et de course super intéressant. De course au point et à la victoire en fait. Et la version Roll and Ride me plaît énormément. Et sinon l'idée c'est assez simple, vous allez lancer des dés et vous allez chacun votre tour prendre un dé et choisir une des 4 sortes d'actions disponibles à remplir sur votre petite feuille. Ces actions-là mènent à tout un tas de choses différentes. L'idée, c'est qu'on va avoir des ressources, essayer de les vendre, essayer de construire des bâtiments, augmenter la valeur de nos bâtiments. Et il y a 2 manières de marquer des points. Il y a des points de victoire effectifs et de l'argent.
L'idée étant que vous démarrez d'un côté de votre feuille pour compter vos sous, de l'autre côté pour compter vos points, et c'est le premier qui va réussir à faire croiser ces deux scores qui a gagné. L'idée étant donc une course au point et à la victoire. C'est un jeu très malin de roll and write où le principe c'est que tout le monde a les mêmes possibilités mais personne ne fait les mêmes choix et c'est celui qui fait les meilleurs qui gagne à la fin. Il s'assimile à Welcome ou 3 Dice de Pearl Game, de jeux auxquels je joue également beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je me répète, mais comme d'habitude, si vous avez des conseils culturels d'actualité, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Des remarques sur les sujets que j'ai abordés ou des sujets que je n'ai pas abordés et qui manqueraient au palmarès des offres culturelles intéressantes du moment. Je lis tous les commentaires et je réponds avec beaucoup de plaisir. Je remercie comme d'habitude ceux qui prennent le temps de commenter, de liker, de partager. C'est grâce à ça que la chaîne est encore là. Ainsi que tous les gens qui prennent le temps de faire des conseils car je les écoute très souvent et je prends beaucoup de plaisir à découvrir des choses que je ne connais pas du tout. En attendant la prochaine vidéo qui sera dans 2 jeudis à 18h, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Le Grand Banquet de Lola sur Facebook et Instagram, me soutenir sur ma page YouTube dont vous trouverez le lien dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt en commentaire et sur les réseaux. Salut!